Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, je reçois le docteur Emma Elbaz, ophtalmologue en libéral à Marseille, pour nous parler du glaucome et nous éclairer sur les urgences ophtalmologiques. Bonjour docteur Elbaz. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec plaisir. Alors pour commencer, qu'est-ce que le glaucome ? Alors le glaucome, en fait, c'est une destruction progressive du nerf optique. En fait, on parle de neuropathie optique glaucomateuse, pour être précis. Dans la tête des gens, c'est souvent assimilé en fait à l'augmentation de la pression intraoculaire. Donc c'est effectivement le facteur de risque principal, mais on le verra plus tard, c'est pas synonyme. Existe-t-il différentes formes de glaucome ? Alors oui, il existe différentes formes, il existe différentes façons de classer les différents glaucomes. Schématiquement, on oppose les glaucomes à angle ouvert, qui sont les plus fréquents, environ 80%, et les glaucomes dits à angle fermé. Donc on le voit, cette classification, elle repose sur l'analyse d'un angle, qui est l'angle entre l'iris et la cornée, donc l'angle irido-cornéen. Et cette donnée est en fait primordiale pour la suite de la prise en charge, car la prise en charge diffère complètement entre les deux types de glaucome. Il y a une forme, j'ai fini. Bien sûr. Il y a une forme particulière qui est assez connue, donc c'est ce qu'on appelle la crise de glaucome aigu, en fait, qui correspond à une fermeture brutale de cet angle, qui est très symptomatique, beaucoup de douleurs, des nausées, des vomissements, et ça, c'est vraiment une des urgences ultimes en ophtalmologie. Et donc, à quoi c'est dû le glaucome ? Alors, comme je l'ai dit, en fait, le principal facteur de risque, c'est l'hypertonie oculaire, donc l'augmentation de la pression oculaire dans l'œil. Mais c'est pas la seule cause, on y reviendra après. Mais attention, comme j'ai dit, c'est pas synonyme de glaucome. Hypertonie et glaucome sont pas synonymes. On peut avoir des gens qui ont une hypertonie oculaire sans jamais développer de glaucome, donc c'est pour ça qu'il faudra faire un suivi régulier. Et au contraire, il y a des gens qui ont un glaucome avéré sans jamais avoir eu d'augmentation de la pression intraoculaire. Quel est l'âge moyen de survenue ? Quel est le pourcentage de personnes en France atteintes de glaucome ? Et est-ce qu'il y a un sexe plus à risque ? Alors, la prévalence du glaucome est environ, dans la population générale, environ de 2%. On estime que le glaucome touche environ 1 à 3% des patients des personnes au-dessus de 40 ans, et ça augmente avec l'âge, donc 4 à 5% après 65 ans. Concernant le sexe, il n'y a pas de différence dans le risque de survenue du glaucome. Par contre, il semblerait que certaines études montrent que le sexe féminin serait plus à risque de progression et plus à risque de la forme de glaucome à angle fermé. Alors, si j'ai bien compris, l'hypertonie oculaire est un des facteurs de risque importants responsables de glaucome. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Alors oui, effectivement. Donc le principal risque et le plus important, c'est l'augmentation de l'impression intraoculaire. Et en fait, pour être précis, donc il faut toujours pondérer cette hypertonie oculaire, ce chiffre, à l'épaisseur donc de la cornée. En fait, on sait que si en cas de cornée épaisse, on peut surestimer la pression intraoculaire, et en fait, en cas de cornée fine, on peut être amené à sous-estimer cette valeur. Donc c'est très important d'avoir cette notion pour pouvoir en fait nous définir si la pression est haute ou non. Ensuite, les patients qui ont une forte myopie, en fait, sont plus à risque de développer des glaucomes. L'âge, comme on l'a dit, en fait, l'incidence du glaucome augmente de façon exponentielle avec l'âge. Les antécédents familiaux, ça c'est très important, en fait, on le recherche souvent à l'interrogatoire. On sait que s'il y a un parent, que ce soit un frère, des parents, il y a un surrisque pour notre patient d'avoir un glaucome. L'origine ethnique aussi, on sait que certains groupes sont plus à risque de développer certains types de glaucome ou d'hypertonie oculaire, et après certains médicaments, comme par exemple les corticoïdes, qui peuvent faire augmenter la pression intraoculaire. Donc sur quoi repose le diagnostic ? Alors déjà, il faut savoir que la présence d'un glaucome, c'est dans la quasi-majorité des cas asymptomatique, c'est-à-dire que ça ne fait pas mal, la vision est très longtemps conservée, et donc c'est pour ça qu'en fait, il faut faire des dépistages un peu systématiques pour que nous, on le recherche. Et en fait, plus le diagnostic est réalisé tôt, c'est-à-dire au stade initial de la maladie, plus le traitement va être initié tôt, et donc en fait les chances de succès sont bonnes.
Ensuite, donc, Pardon, je vous coupe, mais dépistage à partir de 40 ans en général, vous faites ça? Oui, en général, à partir de 40 ans, en fait, après, s'il y a des antécédents, on peut être amené à le faire plus tôt, mais c'est extrêmement rare avant 40 ans, donc c'est vrai que bon, on se pose la question vraiment à partir de 40-45 ans, avant, bon, un peu moins, quoi. Voilà. Mais les personnes, du coup, qui, par exemple, n'ont pas d'antécédents dans leur famille de glaucome, peuvent ne pas du tout penser à cela. Oui, oui. Alors, en fait, nous, dans la consultation type, on prend systématiquement la pression intraoculaire. Donc déjà, ça nous donne une idée. Après, bon, comme je l'ai dit, on peut passer à côté chez des gens qui n'ont pas d'hypertonie oculaire. Et après, nous, on fait un examen systématique. On regarde le nerf optique. Et en fait, en fonction de si on trouve que le nerf optique est à risque, on peut être amené à faire des examens complémentaires et à évaluer si c'est déjà un glaucome, si c'est à risque. Et en fonction, on établit la surveillance avec le patient. Voilà. Et donc du coup, voilà, donc pour mettre en évidence la présence d'un glaucome, donc d'une neuropathie optique, on réalise ce qu'on appelle donc un champ visuel. En fait, ça permet d'évaluer l'étendue qu'un œil immobile peut voir. Donc ça c'est primordial et c'est ça qui est atteint en fait en premier dans le glaucome et notamment la périphérie. Et donc c'est pour ça qu'au début c'est asymptomatique, on se rend pas forcément compte en fait de l'atteinte. Et ensuite on peut réaliser une analyse anatomique donc par un OCT qui est en fait comme un petit scanner au niveau du nerf optique pour faire schématique et donc ça évalue de façon quantitative l'épaisseur des fibres nerveuses rétiniennes. Donc ça nous permet déjà à la base de savoir s'il y avait un amincissement et après pour le suivi justement contrôler cet amincissement. Et après, dans certains cas, on peut être amené à réaliser d'autres types d'imagerie comme des échographies oculaires. Et donc, quelle est la prise en charge de ce glaucome ? Alors, faut savoir que dans le glaucome, le but de la prise en charge, c'est vraiment de stabiliser, de limiter au maximum la progression, d'où l'intérêt d'un diagnostic vraiment précoce. Et dès qu'un traitement en fait a été initié, en général, c'est un traitement qui est à vie. Il ne faudra jamais l'arrêter, sauf avis médical. Donc la totalité des traitements vise à réduire la pression intraoculaire, donc à faire baisser l'hypertonie oculaire. Et donc schématiquement, il y a 3 échelles de traitement. Les traitements médicaux par collyre, donc c'est des collyres qu'on dit hypotonisants, donc il y a plusieurs classes en fonction de la pression intraoculaire qu'on peut associer entre elles. Il y a des traitements laser, alors il y a différents types de lasers en ophtalmologie et en particulier dans le glaucome. Et en fonction du type de glaucome, on adapte le type de laser. Et donc en dernier recours, si on n'arrive pas à juguler la pression intraoculaire, on peut être amené à réaliser des chirurgies. Certains médicaments sont-ils susceptibles de déclencher ou d'aggraver un glaucome ? Quels sont les médicaments ayant une contre-indication absolue ? Alors, cette question-là, elle concerne essentiellement les patients qui ont un glaucome à l'angle fermé. En fait, il y a certains médicaments qui ont des propriétés qu'on dit anticholinergiques, qui peuvent avoir un effet de dilatation pupillaire, et donc en fait, ça resserre encore plus l'angle iridocornéen, et donc ça peut complètement se bloquer. Donc ces médicaments, ça peut être des antihistaminiques, des antidépresseurs, d'autres médicaments qui peuvent même être utilisés dans le cadre d'anesthésie. Et après, dans la partie glaucome à angle ouvert, il y a les médicaments, comme j'ai dit, par exemple les corticoïdes qui peuvent faire augmenter la pression intraoculaire. Et après, voilà. Mais ça serait des contre-indications du coup absolues. Dans certains cas, en cas de glaucome à angle fermé, c'est des contre-indications absolues. Et en fait, on a des patients qui ont besoin d'avoir ce traitement, qu'on voit en consultation pour définir si oui ou non on peut le prescrire. Et donc, dans la vie quotidienne, quelles sont les contre-indications en cas de glaucome ? Du coup, en fait, la vraie contre-indication, c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment les médicaments qui peuvent avoir un risque sur la fermeture de l'angle. Et donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à parler aux professionnels de santé qu'on a un glaucome ou qu'on vous a parlé de tension oculaire. Nous, après, on revoit les patients et on établit un petit peu un profil de risque. Dans certains cas, on dit non. Et après, il y a des cas où, si c'est vraiment obligatoire, on surveille la tension, on surveille le nerf optique pour vérifier qu'il n'y ait pas justement eu d'atteinte particulière. Est-ce qu'il est possible de guérir d'un glaucome ? Alors non, ça c'est la grande question. Malheureusement, non, à l'heure actuelle, il n'y a absolument pas de possibilité de guérison, d'où l'intérêt en fait du diagnostic précoce pour justement limiter au maximum la progression. Et en fait, il faut imaginer qu'en fait, quand on parle de glaucome, en fait, c'est vraiment la neuropathie optique. Et donc en fait, une neuropathie, ça rentre dans la famille des maladies en fait neurologiques. Et donc tout ce qui touche en fait aux cellules nerveuses, c'est irremplaçable en fait.
Je vais poser une question dure, mais on va la poser. Est-ce qu'on peut perdre la vue à cause d'un glaucome ? Alors oui, et c'est même en fait la première cause mondiale de cécité irréversible. Alors ça fait toujours un peu peur. Maintenant, si le diagnostic est posé précocement, que le suivi est bien réalisé, il y a extrêmement peu de risques de perdre la vue. Donc voilà, c'est vraiment là que tout se joue. Il faut vraiment être assidu dans le traitement, être assidu dans son suivi, et le risque devient extrêmement faible. L'alimentation impacte-t-elle le glaucome ? Si oui, est-ce qu'il y a des aliments à éviter, notamment, bon, c'est pas un aliment, mais des substances telles que alcool, tabac, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de choses contre-indiquées. Après, comme toute maladie chronique, on recommande une alimentation variée, équilibrée. Évidemment, éviter les toxiques, éviter l'alcool. Je ne vais pas dire le contraire. Ça peut effectivement avoir un rôle sur la neuropathie optique. Donc, faut essayer d'être le plus simple possible. Quel conseil donneriez-vous à nos auditrices et auditeurs pour stabiliser un glaucome ? Alors, en plus, on le répète... un bon suivi avec son médecin, prendre bien son traitement, mais en plus, est-ce que vous avez des choses à conseiller ? C'est vraiment le maître mot, c'est régularité, assiduité, c'est vraiment être le plus précis avec son traitement. Si on a dit 2 gouttes par jour, c'est 2 gouttes par jour, ça sert à rien d'en mettre plus, faut pas en mettre moins. Vraiment, il faut respecter à la lettre ce que exactement. vous faites sur l'ordonnance. Exactement, voilà. Si on a dit tant de temps le traitement, jamais l'arrêter. Par exemple, si même le rendez-vous il est 1 mois après, faut soit décaler le rendez-vous, soit se faire dépanner par le pharmacien, mais voilà, jamais l'arrêter, sauf si un ophtalmo l'a conseillé. Être régulier dans son suivi, en fait, plus on traque la progression, en fait, plus on peut changer le traitement et donc maximiser les chances de réussite. Et après, voilà, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des sports contre-indiqués ? Non, il n'y a pas de... Oui, non, il n'y a pas de contre-indication dans les sports, non. Au contraire, je pense quand même ça rentre un peu dans la case alimentation saine, équilibrée, hygiène de vie. Vous avez compris. Hein. Ouais. Alors maintenant, on va parler des urgences ophtalmologiques. Quelles sont les principales urgences ? Alors, c'est une question assez vaste. Je vais essayer de faire un peu synthétique. Donc, nous, ce qu'on voit le plus, finalement, c'est ce qu'on appelle donc un œil rouge. C'est-à-dire des patients qui viennent en disant, voilà, j'ai l'œil rouge depuis tant de jours, plus ou moins douloureux. Et en fait, ça peut aller vraiment de la simple conjonctivite qui se soigne assez bien, assez vite, à une maladie qu'on appelle l'uvite qui peut être plus grave. Donc ça, vraiment, c'est là qu'il faut pas hésiter à consulter un ophtalmologue, en fait, parce que c'est nous qui arrivons à faire la part des choses avec un examen précis de l'œil. Ensuite, il y a les urgences chirurgicales, comme par exemple les décollements de rétine qui doivent être pris en charge assez rapidement, dans les 24-72 heures, en fonction des formes. Après, il y a toutes les causes de baisse de vue brutale. Et donc ça c'est une large case, mais du coup, c'est des pathologies vasculaires, artérielles ou veineuses. Et donc ça peut être par exemple une prise en charge comme un AVC. Donc vraiment, ça peut être une urgence absolue. Et après, il y a toute la case des maladies que nous, on dit neuro-ophtalmologie, comme la sclérose en plaques, par exemple, les atteintes ophtalmologiques de la sclérose en plaques. Et donc ça c'est souvent pris en charge avec le neurologue. Voilà, donc après, il y a plein de petites précisions, mais globalement, c'est ça ce qu'on voit le plus souvent. Je vous rajoute une question, notamment. Là, on parle des conjonctivites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement les différents types de conjonctivites ? Alors, parce que en tant que patient, on est perdu. Ouais, c'est quand difficile. Quand on va au comptoir de la pharmacie, en Oui, tant que pharmacien, on est aussi perdu. Ouais, je sais, il y a souvent deux types de discours. Alors, le plus fréquent, c'est quand même la conjonctivite virale. Alors, souvent associée à un petit état un peu... on est un peu enrhumé. Et là, du coup, c'est vraiment un traitement plutôt simple, mais qui peut avoir après des conséquences. C'est-à-dire que ça doit être guéri en 10-15 jours. Si c'est pas le cas, il faut reconsulter parce qu'il peut y avoir des répercussions plus importantes. Ensuite, il y a la famille des conjonctivites bactériennes, où là, c'est vraiment très symptomatique. Il y a souvent beaucoup de sécrétions, et ça nécessite une prise d'antibiotiques. Schématiquement, on oppose ces deux-là. Après, il y a les conjonctivites allergiques, donc c'est souvent sur des terrains allergiques, ou c'est souvent par la période des pollens, donc avril-mai. Et puis voilà, globalement, c'est les 3 grandes formes qu'on voit régulièrement. Mais après, du coup, on adapte le traitement. Et je sais que souvent, après, les pharmacies, des fois, ça les fait un peu tiquer, on oublie. Enfin, ils ont l'impression qu'on oublie un antibiotique.
Mais bon, voilà, l'antibiotique, il n'est pas forcément tout le temps nécessaire, c'est vraiment au cas par cas. Merci. Alors, j'ai entendu parler de SOS œil. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Donc en fait, c'est un nouveau concept, en fait, un peu comme il peut exister SOS main. En fait, c'est une unité de prise en charge avec consultation, imagerie, éventuellement chirurgie, et c'est spécifique aux urgences ophtalmologiques. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.